Bien le bonjour du coup. Je m'appelle Benjamin Koenen. Très difficile à dire pour les Français d'ailleurs, parce que c'est du néerlandais, enfin c'est en néerlandais. Je viens de Belgique, d'où le nom un peu difficile à dire. Je travaille chez Apollo depuis bientôt 4 ans. C'est marrant parce que j'aurais jamais cru bosser un jour pour Apollo, parce que je fais du Rust depuis plus de 7 ans. Et à la base, chez Apollo, c'est plutôt une boîte TypeScript et tout ça que Rust. Et en fait, je suis arrivé dans une petite équipe qui a commencé à créer un projet en Rust qui s'appelle le Router. Pour ceux qui connaissent, je sais pas, c'est une gateway qui permet de faire de la fédération GraphQL, en gros. Et on a fait ça en Rust pour que ce soit zéro cost. Avant, c'était fait en TypeScript et on a tout écrit en Rust avec des petits trucs en plus, enfin, des fonctionnalités en plus. Et du coup, ouais, ça fait 4 ans que je bosse là-dessus. Et pour ceux, est-ce que vous êtes tous familiers avec GraphQL Fédération ou pas? Qui ne connaît pas? Euh, ok. Vraiment simplement, GraphQL Fédération, c'est juste le fait de pouvoir faire du microservice en GraphQL. Si on réfléchit en faisant du reste, c'est plutôt simple parce qu'on a un proxy genre Nginx devant et on route par rapport à l'URL. Donc si on a un slash 15, on va aller sur ce microservice-là. Si on a un slash user, on va aller sur un autre microservice. Ce qui est plus compliqué en GraphQL parce qu'en GraphQL, on a une route, on fait un slash post dessus avec notre query GraphQL, un peu comme si c'était du SQL, quoi. Et du coup, en fonction de ça, on doit aller savoir sur quel microservice aller chercher telle ou telle donnée. Donc, c'est pas aussi simple que juste un Nginx qu'on met devant qui va router vers le bon microservice. Là, ce qu'on fait, en gros, c'est un peu comme une base de données. On va prendre cette query, on va la parser, genre la compiler vers un langage intermédiaire qui va nous dire, en fait, bah, cette partie-là du schéma, je dois aller la chercher d'abord là sur ce service-là. Oui, tu vas chercher d'autres data sur ce service-là. Et après, nous, on va tout merger toutes les données ensemble pour que ça corresponde à la requête que vous avez demandé. Ça permet de faire aussi des jointures comme dans les bases de données, mais en GraphQL. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'un proxy vraiment spécifique pour avoir du GraphQL fédération. Est-ce que c'est plutôt clair, mon explication? Voilà, c'était rapide, je n'avais pas imaginé l'expliquer, mais voilà. Petit moment pub. Euh, non, mais c'est vrai, parce que en gros, souvent le retour que j'ai des gens qui connaissent Apollo, qui connaît Apollo ici d'ailleurs? Ok. Apollo, en gros, on fait le tooling autour de GraphQL pour que ce soit plus ou moins production ready. Généralement, quand on parle de GraphQL, les gens nous disent ah, mais c'est pas très safe en prod parce qu'on peut récupérer toutes les données, parce que l'authentification, parce que plein de trucs. Ben, nous, on fournit tout le tooling autour pour vous permettre de faire du GraphQL en prod et ne pas avoir peur et d'avoir les sécurités et tout ça. Et en gros, à chaque fois que je parle d'Apollo en France, on me dit, bah, en fait, nous, on aimerait bien utiliser dans notre boîte, mais quand on utilise en free, donc en open source, et quand on veut des trucs un peu plus enterprise ready, c'est trop cher, c'est pour les riches. Je suis d'accord. Mais du coup, on a bataillé en interne pour faire passer ce message, parce que aux US, eux, ils ont des budgets de malades, donc tous nos clients, ils sont là, ils payent, c'est très bien. Mais en France, on a un peu moins de budget mais pas moins de talent. Euh, Et du coup, on a sorti un plan qui est le plan développeur et qui coûte beaucoup moins cher et qui permet aux startups de pouvoir vraiment utiliser un truc enterprise ready plutôt que de lâcher des centaines de milliers de dollars ou d'euros avant de l'utiliser. Voilà, c'était le moment pub. Je n'en parlerai plus. C'était juste pour ça. J'ai fait deux, trois slides. On va plutôt faire les démos après. En gros, pour moi, c'est plutôt plaisant parce que c'est un projet sur lequel je bosse bientôt depuis un an et du coup c'est un peu comme si je vous présentais le projet sur lequel j'ai bossé depuis quelques mois. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et du coup j'ai essayé de réfléchir à un truc pour que ce soit utilisable facilement et que ce soit fun pour les gens à l'utiliser et qu'on ait un retour sur investissement assez rapide. Du coup j'ai fait quelques slides pour parler un peu théorique et après on va faire une petite démo. Du coup, la question c'est pourquoi on cacherait notre donnée. J'ai voulu créer un peu d'anxiété en mettant un GIF comme ça. Moi, ça m'angoisse. D'ailleurs, il tourne en boucle. En gros, c'est pour éviter d'avoir ce genre de cas où en gros, ça va loader.
et les gens vont se barrer avant de voir la page parce qu'en fait, ça les saoule d'avoir du loading alors qu'on a la fibre. Et donc, va permettre en gros deux choses, selon moi. Peut-être que ça permet d'autres choses, mais moi, je me suis fixé deux objectifs avec ça. C'est réduire le temps de réponse, donc la latence, et aussi réduire le coût d'infra, donc réduire le load, donc la charge sur vos microservices. Parce que du coup, nous, on fait du cache au niveau du proxy. Donc, si on l'a en cache, ça n'ira pas sur ce qu'on appelle un subgraph. C'est un microservice en GraphQL. Ça n'ira pas sur votre subgraph. Donc, vous allez peut-être avoir moins d'instances à gérer derrière parce qu'il y a le cache devant et en plus, ça sera plus rapide. Donc, c'est gagnant-gagnant. Si on regarde un peu plus ou moins à quoi ressemble une infra microservice en GraphQL, du coup, avec de la fédération GraphQL, on a le client au-dessus qui peut être aussi un mobile. On a le load balancer qui va load balancer avec les différentes instances du runtime ici du routeur, quoi. Donc le truc en Rust que je disais sur lequel je bosse depuis que je suis arrivé chez Apollo. Et c'est à ce niveau-là qu'on va faire du cache. On va en reparler. Donc je fais ma requête, on reçoit ma requête en SQL. Et comme je disais, on a plusieurs microservices GraphQL derrière parce qu'on va aller chercher, par exemple, je ne sais pas moi, les images sur ce truc. On va aller chercher le prix là-dessus et on va chercher savoir si c'est en stock sur cet autre service. En gros, c'est tout réparti. Le problème, c'est que du coup, bah, il y a des allers-retours réseau et on peut essayer. Si on en retire un déjà, ça pourrait facilement diminuer la latence. Et en fait, c'est notre objectif avec le cache, c'est de virer ces appels réseau ici pour que en fait, boum, ça fasse que on arrive ici et hop, ça retourne direct. Et si on n'a pas toute la donnée, ben, on peut se dire, ah, j'ai déjà cette donnée ici, donc je vais faire juste ça, et puis pas ça, donc j'ai gagné un temps de latence. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait du CDN pour le cache. C'est une solution potentielle qui n'est pas ultra performante, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en gros, GraphQL, c'est fait aussi pour être flexible. Donc, par exemple, depuis votre mobile ou depuis votre appli, vous avez votre propre requête, votre propre ouais, query GraphQL qui va être différent en fonction de la page, qui va aller rechercher, parfois c'est autogénéré, chercher tel ou tel élément. Et du coup, ça varie beaucoup. Le cache CDN, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment, il est très bête et méchant. Il va regarder la requête, il va faire un hash de la requête et regarder, OK, est-ce que c'est identiquement la même ou pas? Si ce n'est pas identiquement la même, je ne vais pas avoir un cache sheet, donc je ne vais pas aller chercher la donnée dans mon cache. Je vais faire suivre la donnée, enfin faire suivre la requête plus loin. Du coup, on a beaucoup de problèmes parce que si c'est un autre user, par exemple, c'est une autre requête, enfin plein de choses comme ça, on ne peut pas vraiment en fait partager de la donnée cachée entre différents users ou différentes queries différentes. Il faut vraiment avoir une query qui soit toujours la même et ça va cache kit à chaque fois. Donc pas très efficient, je dirais. Tiens, je n'avais pas vu qu'il y avait des animations là-dessus. C'est pas moi qui ai fait ces slides. Et j'ai fait la démo. Du coup, comme je disais, moins de load, moins de coûts infra et ça va plus vite. Et là, l'idée, c'est que le cache que nous, on a implémenté, c'est à ce niveau-ci, qui est plugué à un Redis sur le côté pour avoir un vrai storage pour mettre la donnée dedans. Et on va voir que du coup, ici, ce qui se passe, c'est que si on affiche cette page, on va pouvoir éventuellement, on peut avoir les deux, on peut avoir le CDN si on veut, hein. Ça va fonctionner une fois sur 10, et ici, ça va fonctionner un peu plus souvent. Quand je dis fonctionner, c'est ça va hit, ça va cache hit, donc on va taper dans le cache plus souvent. Et du coup, ici, par exemple, hop, on va passer au niveau du routeur, on va regarder est-ce que, en fait, j'ai déjà ces données, les données que tu me demandes, est-ce que j'ai déjà ces données dans mon cache? Dans mon cas, j'ai le détail du produit, j'ai le prix, j'ai le stock, j'ai les reviews. Donc, en gros, si j'ai déjà tout ça, j'ai même pas besoin d'aller chercher dans ces sous-graphes-là. Je vais retourner toute la donnée. Si par exemple, j'avais pas la donnée des reviews, ce que j'aurais fait, ce que mon cache aurait fait, c'est qu'il n'aurait pas fait l'appel sur product, ni stock, ni price. Il aurait juste fait un appel sur reviews. C'est ça qui est sympa quand on implémente des trucs en GraphQL, c'est que contrairement à REST, c'est une vraie spec, selon moi. Et les gens la respectent. Et donc, ça permet de faire des optimisations comme ça où en fait, on peut aller. Ce qu'on fait, nous, c'est un peu de la chirurgie de query où en gros, on va modifier la query pour aller rechercher que l'élément qui nous intéresse. Et du coup, ça, on peut le faire en GraphQL. On ne peut pas forcément le faire facilement en REST parce que tout le monde l'implémente à sa façon. Euh,
et donc, c'est compliqué. Du coup, là, c'était fini pour la théorie. Est-ce que c'est clair ce que c'est le cache, à quoi ça sert? Et là, je vais vous montrer plus ou moins comment ça marche. Pour la démo, j'ai fait un petit projet. Enfin, j'ai demandé à Claude Code là, de me faire une UI là, juste pour que ce soit plus visuel pour les gens. C'est de la rocket science, c'est un blog post. C'est un blog post, un système de blog que j'ai fait en GraphQL qui permet de m'afficher ici mes top posts avec le titre, le contenu, l'auteur. Je peux cliquer sur le top post et je vais voir l'email, l'auteur et la bio de l'auteur. On ne voit pas bien, mais c'est un peu lent en fait. On a vu le loader. Le but, c'est qu'on ne voit plus le loader à la fin de cette conf. Si je regarde moi en tant que, disons, plateforme opérateur, donc SRI, on va dire, je vais regarder mes stats et regarder les latences que j'ai. Toutes ces métriques-là, elles sont fournies par le runtime qu'on développe, là, ce qu'on appelle le routeur. Et donc, comme on est frontal, on peut directement avoir plein de métriques qui sont très intéressantes. Là, on voit le load, donc on a du 25 requêtes par seconde, ce qui n'est pas énorme. On voit la request duration, donc la latence qu'on a au niveau super graph. Donc super graph, c'est vraiment entre le client et le routeur. Donc le temps que le client va attendre pour avoir la donnée qui l'intéresse. C'est aux alentours de, disons, 250 millisecondes. Ça varie pas beaucoup, même si on croirait que ça varie. Si on regarde l'échelle ici, ça varie pas énormément. 250 millisecondes, ça rentre pas dans. Ah si, ça rentre dans l'objectif 10 heures, j'en sais rien. Je sais plus, c'était entre 100 millisecondes. Non, en dessous de 100. Voilà, donc ça rentre pas dans l'objectif 10 heures. Donc là, déjà, on n'est pas payé à la fin du mois. C'est comme ça que ça marche. Normal, c'est comme ça. Du coup, là, on n'est pas payé, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer Apollo pour être payé à la fin du mois. Voilà. Ça, il faut choisir ses combats. Du coup, si on regarde, j'ai aussi mes latences subgraph. Donc, ça veut dire que mes latences subgraph, c'est entre mon routeur qui va aller demander les données à mes différents microservices. Donc, c'est la latence que j'ai entre mon routeur et mes microservices. Donc là, pour mon blog post, j'avais deux microservices, un qui s'occupe des users et un qui s'occupe des blog posts. Si on regarde ici, on voit que j'ai bien mon microservice là qui me dit que j'ai plus ou moins 180 millisecondes de latence. Et pour mon microservice post, c'est beaucoup moins, 80 millisecondes de latence. Donc pour essayer de gagner de l'argent, d'avoir un salaire à la fin du mois, on va essayer de s'attaquer au subgraph users en premier parce que c'est celui qui prend le plus de temps. Donc c'est un peu un genre de bottleneck. On a aussi des métriques qui sont fournies directement, qui s'appellent subgraph cache hit et subgraph cache miss. Ça veut dire, quand on voyait les slides tout à l'heure, là, c'est à quel moment j'ai pu aller chercher dans le cache au lieu d'aller chercher ça. Donc, cache miss, je vais chercher là-dessus. Cache hit, je vais chercher dans mon cache. C'est pour essayer de virer les liens. Et du coup, on voit que ici, j'ai aucun cache hit parce que je n'ai pas encore activé le cache. Par contre, j'ai plein de cache miss et en plus de ça, il est GraphQL aware. C'est-à-dire que je peux dire, ah, ben, j'ai un cache miss sur mon subgraph user ici, sur spécifiquement le type user. Parce que dans un sous-graphe, dans un graphe GraphQL, on a plusieurs types. Et bien là, on voit que j'essaye souvent d'aller chercher la donnée user sur le subgraph user et du coup, je pourrais éventuellement bénéficier du cache de beaucoup. On a aussi ça sur le subgraph post, sur le type user dans le subgraph post, mais on va d'abord s'intéresser au subgraph user parce que c'est ce qui prend le plus de temps ici. Donc, ceci étant dit, on va aller voir un peu dans le code. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est assez grand au fond? Ceux qui s'endorment là, je les vois. C'est bon? Allez, magnifique. Du coup, je les ai réveillés là. Du coup, on a deux subgraphes, comme je disais, donc deux microservices, un qui s'occupe des posts, un qui s'occupe des users. Celui qui nous intéresse, c'est celui des users. Si maintenant je vais voir dans. Tout à l'heure, on parlait de. C'est peut-être pas assez grand. Est-ce que c'est assez grand ça ou pas? Pas trop? Je vais essayer de zoomer. Comment je fais encore? Ça marche pas. Voilà. Donc, si je regarde, moi, je suis, disons, maintenant, je suis développeur de ce blog post et je sais que pour afficher cette page, j'ai cette query qui s'appelle top post, qui va chercher mon auteur, l'email, le name et le titre. Donc, je l'exécute. On regarde ici, ça me prend 250 millisecondes. Donc, rien de nouveau, on le savait, on l'avait vu dans les métriques avant. Maintenant, ce qu'on a introduit avec le cache aussi, si vous utilisez cet outil, c'est comme GraphQL, mais c'est fait par Apollo, c'est
on a cette notion de cache debugger pour en fait, ce qui est compliqué quand on fait une feature de cache et quand je la présentais avant d'avoir ce truc-là, c'est que le cache, c'est un peu invisible en fait. Je vais vous dire ça marche, mais en fait, vous allez voir les mêmes données. Vous allez juste voir le chiffre ici qui change, c'est cool, mais c'est moins fun. Là, le cache debugger, ça va vraiment vous montrer qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous pouvez potentiellement cacher encore plus entre vos queries. Par exemple, partager entre vos queries. Et si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas en gros. Ça met des messages, ça vous explique pourquoi, ça vous tient par la main, comme un LLM, comme si vous aviez 5 ans. Ça vous tient par la main et vous explique pourquoi ça ne marche pas. Euh, du coup, là, j'exécute et on voit que à chaque fois, ça vient de mon subgraph. J'ai différentes entities qu'on appelle, donc c'est différents. C'est le user qu'on va chercher sur le subgraph user ici avec l'ID, on voit l'ID. Donc, je vais chercher 5 users. Ça ne veut pas dire que je vais faire 5 fois la requête. Ce qui se passe, c'est que si on regarde, là, je suis rentré dans le détail, on voit général, je vois que ça vient du user. Si on regarde la requête, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du batching. Il demande au microservice GraphQL, il dit, tu me donnes l'ID pour le user, l'ID 362, 367, 416, 228. Donc, il fait qu'une requête. Et nous, derrière, on la split en plusieurs sous-entrées pour cacher individuellement ça dans le cache. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une autre query qui va demander juste le user 362 et comme ça, on l'aura direct en cache. Ou alors, il y aura des queries qui vont demander ces deux users-là et d'autres autres users. Et en fait, vu que c'est splitté déjà, on peut déjà récupérer ces deux entrées-là et demander à l'autre subgraph que les deux autres users qui ne sont pas en cache. Donc voilà, et là, on a ce qui vient du top post. On peut voir le cache control header et la data. En gros, le cache control header, c'est comme dans les API REST. C'est ce qui va dire, OK, ce que je te ressors comme données au service, ça, tu peux le cacher pendant, disons ici, max age, c'est 86 400 secondes. Le problème ici, c'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'on a mis no store à true. En gros, dès qu'on met no store, ça veut dire mais tu ignores tout ce que je t'ai mis, tu ne stores pas ce que tu as dans le cache. C'est un truc trop dynamique éventuellement ou trop sensible, tu ne stores pas. Donc là, par défaut, ça fait du no store. Par défaut, si votre microservice ne renvoie aucun cache control header, on ne va rien cacher parce qu'on ne prend pas le risque de faire du cache sans savoir s'il faut le garder 10 secondes dans le cache ou pas, etc. Du coup, quand j'ai designé un peu cette feature et pensé un peu au truc expérience utilisateur, je me suis dit que ça serait trop cool que sans écrire une seule ligne de code, on puisse avoir de la perf et moins de load sur nos microservices. Et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on a réussi à faire. C'est qu'en gros, on va juste devoir modifier le sous-graphe, ouais, le subgraphe, le schéma GraphQL. En gros, ce que je vais utiliser, c'est des directives. Donc là, j'ai la directive max cache control. Je vais lui dire, tu vas me cacher ça pendant, je vais mettre 15 secondes au début. Tu vas me cacher ça pendant 15 secondes. Là, il y a le truc qui va reload automatiquement en fonction de quand je change le subgraph. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette directive, peut-être que certaines personnes la connaissent déjà parce qu'elle existait déjà. Et celle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, elle est interprétée au niveau du microservice. Tout ce que ça va faire, ça, c'est dire, dans mon serveur microservice GraphQL, tu vas changer ça en un cache control header avec la bonne valeur dedans qui va dire ça, tu peux store et tu mets un max age à 15 secondes. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais réexécuter. On va voir que j'ai la même réponse. C'est toujours 250 millisecondes, mais si je recommence maintenant, je ne sais pas si vous voyez, c'est 95, pardon, 95 millisecondes. Et je n'avais pas prévu ça. Et du coup, pourquoi? On va aller voir dans le cache debugger qu'est-ce qui vient du cache et qu'est-ce qui vient pas du cache. On voit ici que tout ça, tous mes users, donc j'étais bien dans le subgraph user, mon type user, je suis bien dans mon subgraph user, mon type user, elles sont cachées maintenant parce que je renvoie un cache control header. On peut même regarder là maintenant le freshness state, ça veut dire que est-ce qu'il est toujours en cache ou pas. Là, il me met stale, ça veut dire qu'en gros, il est plus en cache. Si je réexécute, on voit que là, je viens du subgraph parce que j'ai été d'abord chercher la donnée du subgraph la première fois, mais il est en cache, il est fresh. Je réexécute. Maintenant, ça vient du cache. Il est fresh, plus pour longtemps parce que ça dure 15 secondes. Je veux juste voir qu'on voit en real time. Hop là. Et là, maintenant, c'est plus en cache. Ça veut dire que quand je vais le réexécuter, ça va de nouveau revenir dans la source subgraph.
Si on regarde un peu ce que j'ai reçu et pourquoi c'est caché, parce qu'on voit que le cache control maintenant, il n'y a plus de no store, c'est public. Et on voit que le max age que j'ai set à 15 secondes, il est bien mis. On voit la donnée, par exemple, qui revient du cache directement. Je vois la requête qui est exécutée. Tout ça, c'est pour du debug si jamais il y a des problèmes. Mais comme tout fonctionne toujours à la perfection, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est dit. Euh, du coup, ça, c'est cool. Mais ce qu'on veut, c'est que, en gros, on veut vraiment optimiser, enfin, améliorer les latences. La latence et le temps de chargement beaucoup plus souvent. Là, si on regarde, je me suis retapé un 250 millisecondes. Donc, garder ça pendant 15 secondes en cache, c'est pas assez, sachant que moi, je sais que mes users, ils vont pas changer leur email toutes les 15 secondes. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu vas me garder ça en cache pendant 36 000 secondes, par exemple. Ne me demandez pas ce que ça fait en jours ou heures, j'en sais rien, mais je veux qu'il me le garde longtemps. Ce qui va se passer, c'est que du coup, maintenant, je fais ça, ça va pas devenir stale au bout d'un moment. Du coup, là, c'est toujours en cache, donc je vais pouvoir réexécuter plein de fois. Là, c'est bien, j'ai vraiment amélioré mes latences parce que ça va rester longtemps en cache. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si un de mes users a changé son email? Le user 362, là, il a changé son email. Il a mis coucou à totmail.com là. Le problème, c'est qu'on va continuer à lui rendre de la donnée qui vient du cache, alors que c'est plus la vraie donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle de la donnée stale, de la donnée invalide, quoi. On a la donnée qu'on reçoit qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie source de vérité. C'est là où intervient la notion d'invalidation dans un cache, ce qui est très compliqué hein, dans le monde de l'informatique, c'est quand savoir invalider un cache et le naming. Je suis bon dans aucun des deux. Mais là, pour le coup, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est invalider le cache. Pas le cache. En fait, ce qu'on veut, c'est ne pas invalider tout le cache juste pour un user. Du coup, built-in dans le routeur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trois types d'invalidation qui sont disponibles. Le premier type, c'est par subgraph. Ça veut dire que ici, je vais dire, ah, ben, pour tout mon subgraph user, je vais invalider la donnée. C'est un peu un gros marteau parce que ça va invalider toute cette donnée-là, alors que je veux juste invalider juste un user parce qu'il y a juste un email qui a changé. Donc, on va perdre en perf énormément pour rien, juste pour un user. Un autre truc qu'on peut faire, qui est built-in dans le routeur aussi, c'est invalider par subgraph et par type. Donc, on peut dire, je veux invalider tous les types user qui sont dans mon cache qui viennent du subgraph user. Pareil, pas ultra efficace parce que là, ça veut dire qu'on aurait tout invalidé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je pense que j'ai une commande curl qui existe pour ça. Hop, je l'exécute ici. C'est juste une commande qui va dire, ah, ben, je vais invalide-moi tout ce qui est pour mon subgraph user de type user. Donc, il va m'invalider plein de trucs parce que derrière, pour créer du trafic sur mon Grafana pour faire genre j'ai du trafic, il y a plein d'autres trucs qui sont invalidés. Mais du coup, si je réexécute ça, ça va mettre que ça ne vient pas du cache. Je ne vais pas le réexécuter tout de suite parce qu'il y a une troisième façon d'invalider le cache qui est built-in, c'est par ce qu'on appelle un cache tag. Si on voit ici, il y avait zéro cache tag depuis le début. C'est un cache tag. Il faut voir ça comme dans le monde API REST, comme une surrogate cache key. En gros, c'est un label qu'on va nous-mêmes mettre sur une donnée pour dire ah ben j'ai ce label, cette étiquette sur cette donnée. Et quand je voudrais invalider cette donnée spécifique, j'aurais juste à utiliser cette étiquette que j'ai générée potentiellement moi-même pour dire je veux invalider juste ça. Pareil, ou n'oublions pas l'objectif de base, n'écrire aucune ligne de code pour bénéficier du cache. Eh ben, c'est toujours dans la même idée. On a introduit une directive qui s'appelle cache tag, qui, elle, n'existait pas avant. Et ce qui va nous permettre de générer ce label qui va dire, ah ben, pour ce type de données-là, je vais créer un tag qui va s'appeler user et je vais avoir un genre d'interpolation dans le format qui va pouvoir me permettre d'aller chercher, pardon, je suis sur un clavier bizarre, qui va pouvoir aller me chercher key, ça veut dire entity key, donc c'est ce qui est référé ici, donc c'est un peu genre la primary key en SQL si vous voulez. Et donc je lui ai dit, ah, tu vas me chercher dans ma primary key, tu vas juste me interpoler l'ID. Donc c'est à dire que si je vais chercher user 362, ça va me générer user 362 ici. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut aussi avoir des règles un peu plus métier. Par exemple, je sais que ça, c'est utilisé pour ma home page. Donc, si un jour je veux vraiment virer tout le cache de ma home page, je lui dis, bah voilà, tu as ce cache tag là, ce label,
c'est pour ma home page. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est un truc pour générer le super graphe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un truc de GraphQL Fédération. En gros, on a plusieurs sous-graphes qui sont mergés dans un très gros graphe. Et là, j'ai fait le merge vers le très gros graphe que le routeur utilise. Donc là, j'ai fait ça, j'ai ajouté le cache tag. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que si je fais ça, maintenant, ici, cache tag, c'est rempli. J'ai cherché dans le subgraph, mais on voit que c'est frais dans le cache. Donc si je réexécute, hop, ma latence est parfaite. J'ai des cache tags. Et donc, ce que je suis capable de faire maintenant, c'est de dire, OK, cette donnée-là, eh ben, en fait, je veux l'invalider. Donc, je vais invalider pas homepage, je vais invalider juste user 362 là. Et pour vous montrer que c'est juste un simple call HTTP, je vais copier le curl là, la curl commande. Si j'y vais trop vite, n'hésitez pas. Donc là, j'ai copié. Et qu'est-ce qu'on voit? En gros, je lui ai dit, c'est un kind cache tag. Tu vas m'invalider un cache tag dans le subgraph users et tu vas m'invalider ce cache tag spécifique. Donc là, si je fais ça, pareil, le count est un peu plus élevé que 1 parce que j'ai de la data qui tourne en background. Mais si je réexécute, hop, on voit que juste cette donnée-là a été récupérée du subgraph qui est maintenant en cache, mais les autres ont été récupérés de, qu'est-ce que je vais dire? Pardon, du cache, quoi, en gros. Donc, on a en même temps un mix entre cache et pas cache. D'ailleurs, si je vais voir dans la requête, tout à l'heure, je vous ai montré que ça faisait du batch. Là, si on regarde, on a demandé vraiment que l'ID spécifique 362 et pas les autres ID qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ça permet aussi de débugger. Donc là, si je réexécute, hop, tout vient du cache. Ça, c'est un point. Donc, ça, c'est pour voir comment on invalide. Euh, Il y a un autre truc, on pourrait aussi faire la même chose, hein, ajouter un cache control sur ça pour que tout soit caché. Ce n'est pas le but de la démo, je ne vais pas trop dépasser. Dernier truc, c'est que là, vous dites, bah, pour invalider, je dois quand même écrire du code parce que le curl, je ne vais pas le faire à la main. Donc, je vais automatiser ça dans mon resolver et dire, ah, bah, je vais ajouter ça dans mon resolver pour dire, ah, une fois que tu as fait ton update user, bah, tu appelles le routeur pour dire, invalide-moi cette donnée. Oui, je suis d'accord. Du coup, ça ne sera pas dans la version tout de suite qui va sortir. C'est un truc que j'ai pensé pendant la nuit et qui est en cours de. Enfin, ça fonctionne, mais voilà, il faut être soit approuvé par les gens au-dessus. Du coup, j'ai pensé à une idée de automatic invalidation. En gros, on sait qu'on a des mutations en GraphQL qui vont muter la donnée. Eh ben, on va se dire, vu que j'ai les mutations, je sais plus ou moins sur ces mutations-là, sans écrire aucune ligne de code, quelles données je vais pouvoir invalider. Eh ben, du coup, pour ça, c'est là où j'ai introduit une dernière directive qui s'appelle cache invalidation, qui fonctionne comme cache tag. On a aussi euh, du, euh, comment dire, l'interpolation. Et là, au lieu d'utiliser key, j'utilise argument pour dire c'est les arguments de mon root fields ici, de ma mutation, et je vais utiliser user ID. Et donc, je vais lui dire, ah ben, quand tu vois que tu utilises cette mutation, si elle est en succès, tu vas automatiquement m'invalider ce cache tag. Ça pourrait être aussi, on pourrait aussi dire, c'est un peu comme les built-in qu'on a, ça pourrait être non pas un cache tag, mais un type et dire tu m'invalides tous les types user, par exemple. Comme ça. On va pas faire ça parce que c'est pas ultra utile, mais on pourrait ajouter plusieurs cache tags et dire bah voilà, tu vas valider tel truc, tel truc, tel truc, et si ta mutation fonctionne, tu vas l'invalider. Je vais save, et comme c'est pas production ready, je vais faire un petit trick. Ne regardez pas ce que je fais, il faut pas faire ça, mais je le fais parce que ça ne marche pas. Parce que voilà, c'est juste encore un genre de pop pour l'instant. Donc, je reviens ici, je réexécute, rien n'a changé. Ah bah tiens, c'est pas si long que ça, ce que j'ai mis comme. Je sais pas. Ou alors, j'ai fait une merde, je sais pas. Bref, c'est en cache. Maintenant, disons que j'ai une mutation qui s'appelle update user. Je lui passe ici, je sais pas si on voit bien, le user ID. Je vais dire, je vais update mon user qui a un ID 362 et je vais lui mettre email test. Je vais créer ça. Ça a mis 200 OK, ça n'a pas modifié. Ah si, ça a modifié, mais pas en vrai. C'est un truc. Et je vais recommencer ici. Je vais réexécuter. Et oh, comme par magie, ça a invalidé juste la bonne entité. Et on n'a pas dû écrire une seule ligne de code. C'est juste ajouter des directives et faire du schema-driven développement. Bref, tout ça pour en venir à notre objectif de base, gagner de l'argent, être payé par 10 heures.
avoir son salaire à la fin du mois. Si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les 15 dernières minutes, on voit ici ma latence, elle a bien descendu. On est encore au-dessus de 100 millisecondes. J'aurais pu faire mieux en cachant le truc là. Je n'avais pas prévu que c'était 100 millisecondes qu'il fallait atteindre. Donc voilà, c'est quand même plus bas. On voit la latence au niveau user, ce qui est aussi du subgraph, donc entre le routeur et les microservices, qui est beaucoup plus basse maintenant, 57 millisecondes. Et on voit que j'ai des caches hits qui hit bien. On voit que j'ai des caches miss dont je pourrais tirer profit encore. Et surtout, on voit aussi le load, donc le nombre de requêtes par seconde que j'ai sur mon subgraph user, ce qui est vraiment beaucoup plus bas que ce qu'il y avait avant. Donc, on gagne de l'argent aussi. Voilà, j'ai peut-être été un peu plus long que prévu, mais j'ai pris du plaisir. Merci. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation. Gestion de cache est impeccable. Mais j'ai quelques questions, j'ai plein de questions. Je voudrais juste comprendre gestion de cache, la modification de query pour vraiment récupérer les données manquantes des champs manquants. C'est niveau graph router et c'est le truc payant ou pas? Ou c'est le truc que je n'ai pas compris ça? C'est le truc fait à la main ou c'est vraiment par défaut et c'est quelque chose payant? C'est dans le produit, donc enfin, si tu commences à utiliser le routeur, c'est dedans. Malheureusement, dans la vie, tout a un coût. Euh, Non, mais on a une version gratuite qui va te permettre de l'utiliser. Et après, par exemple, ça en fonction de ton nombre de requêtes par seconde, si vraiment tu commences à scale et être un peu une entreprise qui gagne de l'argent et donc qui pourrait aussi éventuellement nous faire gagner de l'argent, ça deviendra payant. Mais si tu as un usage genre en interne, tu pourras l'utiliser gratuitement, en gros. Et du coup, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en gros, tu as juste à changer ton schéma et le routeur, donc le proxy, que tu déploieras toi, qui est open source. Tu as accès au binaire, tu vas sur GitHub, Apollo, GraphQL Router, tu as là, tu as tout, tu peux le télécharger, quoi. C'est un binaire que tu peux mettre dans un Docker aussi, si tu veux. On a des images Docker, bref. Tout ça, c'est gratuit, c'est open source. C'est juste que si tu commences à monter en requêtes par seconde, à un moment, on va te rate limit. Et donc, ça va faire l'effet inverse, c'est que ta latence va augmenter parce que tu vas être rate limit. Donc, voilà. Oui, je comprends, merci. Et le cache est stocké dans le Redis ou c'est configurable? Je n'ai pas Pour compris ça. l'instant, c'est que dans Redis. Donc, en gros, le storage, donc quand je dis que ici, ça vient du cache, bah, la donnée, elle doit être enregistrée quelque part quand même, c'est que ça vient du Redis. Et le Redis, c'est un genre de in-memory database. Enfin, c'est même pas un genre, c'est du in-memory storage, quoi, un key value, qui est beaucoup plus rapide que si tu aurais été sur ton subgraph, aller chercher dans, je sais pas moi, ton MongoDB, ton Postgre. Déjà, tu as le coût entre ton routeur et ton subgraph, donc ton microservice que tu vas prendre en network, et après ta requête, tes sous-requêtes, tes résolveurs exécutés et tout ça qui vont prendre. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Et cette cache de bagarre, c'est ensemble avec GraphRouter, c'est aussi possible. Ouais, c'est direct. Oh, Ouais, d'accord, merci built-in. beaucoup. Oui, quelques petites questions. Oui, concernant, vous utilisez ici c'est Schema First approche Ouais. avec les directives et ça marche avec l'approche Code First. C'est possible d'injecter le Oui, même truc. oui, en gros, tout ce qui est fait dans le schéma peut être fait aussi dans les résolveurs. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, cache control, là, derrière, ça va juste créer un header cache control qui va retourner du microservice. Cache tag, pareil, il y a un format, je ne sais pas si j'ai la doc quelque part, il y a un format qui va te permettre de dire, ah ben, tu vas retourner tel cache tag pour telle entité, pour telle partie de réponse et tout ça. J'ai ça ici, je crois. Euh, Bref, ça existe. La Merci. doc est encore nouvelle, c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne sais plus où j'ai foutu ça. Voilà. Mais en tout cas, ouais, tout ce qui est fait via le schéma peut être fait via le code. Parce que après, tu as quand même des trucs qui sont un peu plus spécifiques. Genre, imaginons, tu dois aller chercher le header qui est une locale FR ou anglais, par exemple. Ben ça, tu peux pas le savoir via le schéma. Donc, tu vas générer ce cache tag via ou Ah, la méthode. ce TTL via le code parce que c'est un peu plus dynamique. Voilà, ici, on le voit. En gros, on passe par les extensions de la réponse GraphQL et on dit
les cache tags qu'on va lier pour chaque élément dans notre réponse. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout. Voilà. Merci. D'autres questions? Ah, question là-bas. Donc, vous avez parlé de plusieurs instances. Est-ce que c'est un cache distribué ou Ouais, c'est... je distribue. Donc, si tu as plusieurs instances, que tu tapes sur n'importe quelle instance du routeur, tu taperas dans le même cache. Merci. Sauf si tu décides autrement. Mais, ouais. Et pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que par microservice, tu peux avoir un Redis différent. Si par exemple, tu as un énorme cache un énorme cache et que tu veux essayer de scale, donc de splitter un peu ton cache en plusieurs instances Redis, enfin plusieurs clusters Redis éventuellement, tu peux faire ça aussi. Bon, ben, merci de m'avoir écouté.